Docteur Larochelle, peut-on arrêter une médication si la tension artérielle est redevenue normale après absence de stress, entre parenthèses, arrêt de travail? Très bonne question. En fait, il y a deux parties de question. La première, est-ce qu'on peut arrêter son traitement lorsque la pression est normalisée? La réponse, l'expérience a été tentée de nombreuses reprises. Il y a un hypertendu traité, maîtrisé, qui cesse ses médicaments. Dans une période de 2 ans, 95% vont redevenir des hypertendus. C'est-à-dire que nos traitements traitent la pression artérielle et non pas la cause de l'hypertension artérielle, qui demeure inconnue dans la majorité des circonstances. Donc, le gain que nous avons en ces médicaments, il est très temporaire et la pression va réaugmenter par la suite. La deuxième question, si cependant vous changez vos habitudes de vie de façon très importante, quelqu'un qui perd du poids, quelqu'un qui coupe le sel de façon importante, ou quelqu'un qui gère son stress en cessant de travailler, évidemment, ça peut être utile et possiblement ça peut contribuer à pouvoir diminuer les médicaments. Cesser, comme on dit, l'expérience a été relativement négative à date. Lorsqu'on cesse les traitements, souvent on a un regain de tension artérielle. Okay. Souvent les gens nous demandent, est-ce qu'à la retraite, je vais baisser ma pression? D'habitude, les gens qui sont hypertendus à la retraite, on dit toujours, ils changent leurs problèmes antérieurs pour des problèmes futurs qui vont se développer sûrement et qui vont faire quelque chose. Ils ne diminuent pas vraiment la retraite. Là, je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais vous lèverez la main là. Existe-t-il une autre solution que le CPAP pour aider le contrôle de la pression pour ceux qui font de l'apnée du sommeil? Docteur Rodera? Vous avez différents... Est-ce qu'on entend? Oui. Oui, il y a différents grades d'apnée du sommeil. Les cas sévères, en fonction du nombre d'arrêts de respiration par heure, requièrent un CPAP. Pour les conditions qui sont moins graves, il y a des appareils dentaires qui permettent de maintenir le mandibule et d'éviter l'affaissement des voies respiratoires. Oui. Vous avez une belle suggestion, perdre du poids. Et perdre du poids, mais pas toujours, il y a des gens qui... Il y a des gens qui n'ont rien. Là, une question pour Chantal. Quels seraient les trucs pour ajouter de la saveur à une bonne soupe aux légumes sans ajouter de sel? Très bonne question. Je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, on manquait un petit peu de temps, mais évidemment, on a parlé de plusieurs substituts de sel, donc des produits qui sont souvent à base de potassium. Mais il est important de réaliser que vous avez beaucoup de produits sur le marché qui sont à base de légumes déshydratés, par exemple. Alors, encore une fois, assurez-vous de vous assurer qu'il n'y a pas le mot sodium ou vraiment très peu sur l'étiquetage du produit. Et vous avez également le jus de citron, vous avez le jus de lime, vous avez le vinaigre balsamique. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'outils pour redonner beaucoup de saveur aux aliments, mais on regagne aussi la saveur en mangeant moins salé avec le temps. Alors, mais beaucoup d'aller vers des produits, par exemple, pour nous nommer Mrs. Dash. Alors, Mrs. Dash est une compagnie qui offre des produits, des substituts de sel avec généralement pas de sel, donc c'est à base de légumes déshydratés. Évidemment, le poivre, toutes les épices, évidemment dans le cadre où les gens n'ont pas de reflux ou de problèmes œsophagiens. Donc, ça aussi, ça peut être toutes les épices... cumin, curcuma, donc peuvent être utilisés pour donner de la saveur. Et donc, on va chercher vraiment un autre goût des produits qu'on va consommer. Alors moi, j'utilise beaucoup le jus de citron. Je trouve que ça ajoute énormément de goût au potage. Puis des fois, quand il n'y a pas de citron, un petit peu de vinaigre Xérès ou un petit peu de vinaigre, ça réveille, ça stimule et on oublie le sel, l'absence de sel. Juste sur des concombres où généralement on met beaucoup de sel, c'est délicieux, ça change totalement le goût du jus de concombre. Vous l'essayez. Excellent, excellent. Alors là, on lève la main. Que pensez-vous des médicaments génériques? Excellent. Les médicaments génériques, ce n'est pas un problème tant que je suis concerné. Le problème qu'on voit, ce n'est pas tellement les médicaments génériques comme tels, c'est que plusieurs fabricants de médicaments génériques, et comme la réglementation fédérale permet une variation de moins 20 plus 25% dans les médicaments dans leur concentration, c'est-à-dire que si on parle d'un médicament qui a moins 20, un médicament qui a plus 25, on peut avoir en deux génériques des variations qui sont plus importantes qu'avec l'original. Bon, les génériques, oui, cependant, autant que possible, garder le même générique autant de faire ça plutôt qu'avoir sauté d'un générique à l'autre. Pour Martine, est-ce que la tension artérielle au mollet est-elle aussi ou plus faible que la tension artérielle au bras?
Ça va arriver seulement dans des cas particuliers où on va prendre la pression au mollet. On a justement une patiente qui vient au docteur Lamarqué, chez qui on fait ça. Cette personne-là, c'est impossible de la prendre au niveau de ses bras. Mais on essaie d'éviter parce qu'effectivement, la pression est souvent beaucoup plus élevée au membre inférieur. Mais bon, c'est sa seule mesure. Bon, alors, on l'utilise et on le fait. Oui, c'est souvent plus haut. Si la pression à domicile est en bas de 110 avec des hypotenseurs, est-ce qu'on devrait les diminuer? Diminuer les médicaments? Est-ce que c'est à moi? Moi, quelqu'un qui me téléphonerait pour me demander quoi faire, moi, je lui dirais, première question, comment vous vous sentez? Il faut y aller un peu aux symptômes. Si on se sent bien, on est dynamique, on est capable de faire notre journée, c'est parce que vos médicaments travaillent bien et votre pression à 110, c'est parfait pour vous. Là où il y a un problème, dans les fameux chiffres bas, comme vous avez demandé tantôt à Dr. Roderer, c'est lorsqu'on ne se sent pas bien. Si on a de la difficulté, on n'a pas d'énergie pour faire notre journée, tout nous demande un effort, c'est là que votre pression est probablement trop basse pour vous personnellement, parce qu'il y a des gens qui sont des grands athlètes qui peuvent fonctionner avec une pression à 90 sur 60, mais peut-être que moi, si j'avais ça présentement, que je ne me sentirais pas bien. C'est vraiment du cas par cas, un chiffre bas. Ça tombe dans ma prochaine question. Est-ce que une tension artérielle très basse est dangereuse, comme 90 systolique et 55-65 diastolique? Dangereux. Comme je disais, ça dépend comment on se sent. Si on se sent bien, ça peut être correct. On peut en parler avec notre médecin. Peut-être que oui, effectivement, la médication, on pourrait peut-être la réajuster. Peut-être qu'on pourrait en enlever un petit peu. Mais toutefois, c'est du cas par cas. Il faut vraiment en discuter avec son médecin lorsque ça se présente et dire aussi comment on se sent. Ça dépend beaucoup de la condition du patient. 90 ou 55, les gens d'habitude vont avoir des symptômes, vont quand même se sentir plus ou moins à l'aise. Mais par contre, un coronarien qui aurait 90 ou 55, ce ne serait pas idéal. Quelqu'un qui a déjà fait un problème vasculaire cérébral, ce ne sera pas idéal. C'est vraiment dépendant de la situation que l'on va. Ici, il y a une personne qui a un brassard qui la serre trop, qui lui fait mal. Et elle demande si elle est anormale. Chez beaucoup de gens, les gens se plaignent que lorsque la pression elle est haute, le brassard doit serrer. Vous savez, hein, votre brassard doit toujours monter de 20 à 30 mm de mercure de plus que votre pression. Alors, si elle est à 150, le brassard devrait monter à 170, 180. Alors, les gens qui ont un bras un peu fort, parfois, c'est vrai que ça a l'impression de pincer, on a l'impression que ça fait mal. De vous assurer d'avoir la bonne grandeur de brassard, exactement comme je vous disais dans ma présentation, peut améliorer cet effet-là. Sinon, à nous d'autres. Il y a souvent l'anatomie du bras conique, qui est aussi très problématique. Que signifie une tension artérielle qui est haute le matin? Tout le monde a une pression haute. Plus haute le matin, en fait. Nous avons tous une pression plus haute le matin. Oui. La journée. On se réveille, en se réveillant, c'est comme si on allumait la lumière. La pression augmente. On a une pression augmentée le matin qui diminue graduellement à travers la journée. Et ça dépend du niveau, c'est-à-dire qu'on associe aussi l'augmentation matinale à la tension artérielle avec plus d'accidents vasculaires, cérébraux et infarctus du myocarde entre 5h et 10h le matin. Donc, notre pression augmente le matin. 2, il y a un effet, par contre, donc c'est une question de niveau. Bon. C'est pour ça qu'on essaie de donner les médicaments qui font 24 heures et qui baissent la pression artérielle le matin, ou qu'on donne les médicaments le soir. Oui. Alors, nous sommes tous bilingues ici. Celle-ci est en anglais. What is the maximum quantity of wine one person can drink to not make worse its hypertension? Alors, quelle est la quantité maximale de vin que l'on peut prendre sans nuire à sa pression artérielle? C'est une bonne question. Comme le Dr. Larochelle en a parlé de l'alcool, c'est un sujet un peu, pas délicat, mais je vous dirais que la quantité qu'on suggère, c'est de une consommation d'alcool ou de vin par jour pour les femmes et un maximum de 2 consommations par jour pour les hommes. Et ça, ce sont des chiffres à essayer de ne pas dépasser.
au-delà duquel on commence à avoir des problèmes pour la santé. Alors, je vous dirais que ce que Dr. Larochelle a dit un peu plus tôt, c'est si vous n'en prenez pas, de ne pas commencer à en prendre, ce n'est pas un médicament. Et c'est souvent ce qu'on entend. On m'a proposé, c'est meilleur pour ma santé de prendre du vin, donc je vais m'y mettre. Ça contient des calories, ça peut avoir un effet sur les taux de triglycérides sanguins, ça peut détériorer le foie qui doit gérer tout ce liquide. Et donc, la consommation d'alcool, on suggère pour les femmes au maximum une consommation par jour et 2 pour les femmes. C'est ce qu'on appelle... deux maximum pour les hommes à ne pas dépasser par jour. Mais je vous dirais que ce n'est pas tous les jours non plus. On suggère de ne pas en prendre plus que 9 consommations par semaine pour les femmes et 14 pour les hommes par semaine. C'est déjà, hein? C'est déjà. C'est déjà. Et de ne pas concentrer ça, de ne pas prendre les 9 en même temps. Cette question sur le vin rouge, les études n'ont pas vraiment... Le vin rouge a probablement l'avantage d'avoir certains composés des flavonoïdes qu'on appelle, qui sont considérés comme des antioxydants. Mais les études n'ont pas vraiment démontré que le vin rouge était meilleur que la bière, que les autres alcools. C'est juste une excuse. Je pense que, quel que soit l'alcool, la recommandation s'applique à tous les alcools, incluant le vin rouge ou le vin blanc. Mais si on regarde d'autres alcools, par exemple, il y a des alcools qui peuvent être plus sucrés. La bière peut avoir plus de calories aussi. Alors, il faut regarder différentes caractéristiques de l'alcool. Oui. Alors, il y a un médicament ici que j'ai du mal à lire, mais vous les connaissez probablement, le médicament Irbesartan, qui est à une dose de 150 mg. Est-ce qu'il peut être baissé et même enlevé? Probablement que cette personne-là avait moins de problèmes, mais... En fait, ça correspond à une dose moyenne d'un médicament qui est vendu commercialement là, depuis plusieurs années. C'est une dose qui, si elle fait l'attention, si elle donne le bénéfice de la réduction de la pression artérielle, la cible que l'on désire, pourquoi on diminuerait la dose en particulier. Mais beaucoup de ces médicaments-là, on appelle des courbes plates, c'est-à-dire que l'effet du médicament s'obtient dans les petites doses, et plus j'augmente la dose, je n'ai pas d'effet additionnel que j'obtiens. Donc, c'est une dose moyenne de ce médicament en question. Si la personne veut baisser, si elle baisse son taux d'ingestion de sel au quotidien, est-ce que ça peut se négocier si ça se maintient? Ça veut dire que s'il fait d'autres choses, est-ce qu'il peut réduire la dose de médicaments? Sans l'enlever, mais en réduire. Il peut toujours faire des essais, mais c'est un essai. Vous devenez votre propre cobaye à ce moment-là. Vous testez vous-même si ça va marcher ou pas. Là, oui, sûrement. Il n'y a pas d'effet négatif à couper les doses de moitié, en autant que la pression se maintient. Je pense qu'on a couvert... Oui! Je peux peut-être rajouter, on parle du sel, et quelque chose qui n'a pas été couvert. Évidemment, il y a des gens qui vont manger beaucoup de sel qui n'auront jamais de pression artérielle élevée. Il faut rappeler que le sel peut avoir des effets autres sur la santé que simplement l'augmentation de la pression artérielle. On parle de différents d'autres problèmes. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles au sel, et malheureusement, on n'a pas de façon de vérifier qui l'est pas. Alors, il faut être cobaye un peu. Mais je pense qu'il faut y aller tranquillement. Donc, il y a des gens, par exemple, les gens plus âgés semblent être plus sensibles à l'apport en sel. Les gens de race noire également semblent être plus sensibles. Et les gens qui sont hypertendus. Alors, généralement, c'est 3 classes de gens qui sont déjà plus sensibles au sel. Mais comme on n'a pas vraiment de façon, sauf en manger moins, pour évaluer si c'est un effet sur la pression artérielle, je pense qu'il faut tenir compte aussi de ces facteurs-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter qui n'ont pas été couvertes pendant vos exposés parce que vous n'aviez pas assez de temps pour le faire? Je pense que ça a été bien couvert. Je crois qu'on a parcouru l'ensemble des questions. Et s'il y a d'autres questions, peut-être à main levée, là, quelque chose qui n'a pas été répondu et qui vous suscite. Oui? Moi, j'aurais une question sur les cafés en dosette, ce qu'on appelle le chocolat. Les nouveaux cafés en café. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner de l'information là-bas? La question, c'est concernant le contenu en sodium des petits cafés en dosette. C'est une bonne question. Écoutez, je pense que ça dépend. C'est surtout, je pense pas que le café comme tel soit enrichi en sel. Maintenant, je pense que et là, je vous dis ça, là,
faudrait que je vérifie un peu plus loin, mais je pense que ce sont les cafés aromatisés dans lesquels on va rajouter du sel. Alors, on rajoute du sucre, on rajoute autre chose, mais c'est dans ces cafés-là qu'on va rajouter un peu plus de sel. Je pense pas que si vous prenez un café en dosette, qui est soit du Colombie, de l'Arabie, bon, etc., je pense pas qu'il y ait plus de sel dans ces dosettes-là, mais ça vaut la peine de vérifier. Et ça, encore une fois, regardez sur l'étiquetage. Mais est-ce que vous n'avez pas la liste d'ingrédients? Alors, s'il n'y a pas de liste d'ingrédients, j'imagine que c'est uniquement du café. Ou écrire à la compagnie. Ou écrire à la compagnie. Envoyer un courriel, parce que maintenant, c'est plus facile. Oui, une autre question, monsieur? Oui, parce que tout à l'heure, vous aviez dit que la pression qu'on fait le matin, c'est le contraire. Elle veut le matin, c'est le soir qu'elle Disons que dans la majorité du monde, la pression est plutôt le matin. Normalement, c'est que lorsqu'on se réveille, on active un système de réflexe, l'adrénaline, entre autres, cortisol, qui va augmenter le matin au réveil. Notre pression va augmenter au réveil et diminuer graduellement dans la journée. Elle peut augmenter aussi vers la fin de la journée si on est plus stressé, si on écoute le hockey. Je sais pas quoi. On a chacun la période de l'année où ça augmente. Mais normalement, en général, la pression est plus élevée le matin au réveil dans la majorité du monde. Vous aviez quelque chose à ajouter, Dr. Larochelle? Je dirais un commentaire un peu général. On est je dirais, en 2012, 13, 14, au Québec, au Canada, on est en mode encore de traitement d'hypertension artérielle. Et tranquillement, on s'en va dans une mode de prévention d'hypertension artérielle. C'est-à-dire que, alors que dans les derniers 40 ans, on s'est donné des moyens pour traiter l'hypertension artérielle, à partir de maintenant, on se donne des moyens pour prévenir l'hypertension artérielle, qui sont les changements des habitudes de vie. Alors, les médicaments traitent l'hypertension, mais les changements d'habitude de vie, commencer jeune, commencer dans la vingtaine, dans la trentaine, peut-être avant, vont prévenir l'hypertension artérielle. On s'est donné comme objectif au Canada, dans les prochains 7 ans, de baisser le taux de nouveaux cas d'hypertension d'un tiers. Alors, de passer de 20 à 13 si on change les habitudes de vie. Donc, ce n'est pas obligatoire de prendre des médicaments. Je sais éventuellement, quand on avance en âge, à un moment donné, entre guillemets, il est trop tard. On ne peut pas prévenir l'hypertension, il faut la subir depuis les mois. On peut la prévenir quand on est plus jeune, mais c'est la prochaine étape. On rentre là-dedans en mode prévention. Oui. Oui, il y a 3 interventions, mais je ne vous oublie pas. Oui, Chantal? Pour compléter, je pense que on s'en va vers la prévention, enfin. J'oserais dire, et je vous ai montré tout à l'heure que le sel, 5% venait seulement du sel qu'on rajoutait à la table, un petit pourcentage vient du sel qu'on va rajouter à la cuisson. Et donc, beaucoup du sel que nous consommons vient des aliments transformés. Et là, je vous ai parlé de soupe, de sauce, mais ce qu'on n'a pas parlé, et un des aliments étalons qu'on va consommer beaucoup, c'est le pain. Alors, l'industrie rajoute beaucoup de sel dans nos aliments, incluant le pain, et le pain fait partie de notre quotidien, on mange tous du pain. Et donc, il faut amener, parce que si comme consommateur seul, on n'arrivera pas à réduire de façon substantielle le sel qu'on consomme. Alors, notre objectif ou notre devoir comme consommateur, c'est d'aller vers l'industrie et de demander, parce que si on met de la pression sur l'industrie pour qu'il y ait moins de sel dans nos produits, c'est comme ça qu'on va avoir moins de sel dans nos produits. Parce que c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire de la part de l'industrie de réduire le sel, même si Santé Canada le proposait. C'est facultatif. Et donc, on doit, comme consommateur, mettre un peu de pression sur l'industrie pour qu'ils nous offrent des produits moins salés. Donc, écrivez aux compagnies, gênez-vous pas. Maintenant, par Internet, on disait, écrivez à l'industrie pour demander qu'on ait des produits moins salés. Des fois, de bouder des produits qui sont plus salés, c'est une autre façon de tendre une perche à l'industrie pour nous dire, écoutez, il faut que vous nous aidiez à réduire le sel de notre alimentation. Bravo, bravo. Pour baisser la pression de tout le monde, ici, le Canadien gagne 2-0 pour l'instant. Alors, monsieur, vous aviez une question? Le docteur m'avait surpris avec un point tantôt quand vous avez dit demandez à votre médecin si vous devez vraiment prendre tous ces médicaments-là. Je trouve ça un peu ironique, ça laisse supposer qu'il nous en prescrirait pour rien. En fait, j'espère que vous avez aussi peut-être changé vos habitudes de vie, peut-être c'est pas tous nécessaire. On prescrit des médicaments qui viennent souvent de différents médecins, vous arrivez avec une panoplie de médicaments. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de tous ces médicaments? Il faut se poser la question. Si vous ne posez pas la question, des fois, je ne pensais pas nécessairement, voilà, la pression est belle, on continue de même. Si vous posez la question, des fois, c'est le déclic, je dis, peut-être que je n'ai pas besoin de tout ça, peut-être que je pourrais ajuster mes médicaments, baisser d'autres. Ça fait partie de votre participation au traitement. Là.
Ça se fait à deux, cette affaire-là. Vous prenez pilule, moi je l'ai prescrit, mais des fois, on peut aussi peut-être ajouter. Je vais prendre 2 dernières questions. Madame, ici, vous en aviez une? Ça rapporte le sel, mais chez les ados, les jeunes, parce que je sais qu'il y a des lois qui sont sorties pour que tous les fast-foods s'éloignent des écoles. Mais là, comme dans les Walmart et tout ça, il y a une section fast-food, et puis ça ne rentre pas dans la réglementation. Donc, ça se tient pas loin des écoles. Alors, je voudrais savoir si, vous savez, s'il y a une action qui va se poser là-dessus, un peu comme on se réveille un peu, puis on réajuste ça, ou il faut encore se plaindre, et puis... Je pense qu'il y a des pas qui sont faits dans la bonne direction. Je dirais, entre autres, dans les écoles. Alors, il y a déjà, au niveau des écoles, on a enlevé tous les aliments de type fast-food. On essaie de réduire le sel dans les écoles, de demander à certaines chaînes alimentaires d'en mettre moins. Je pense que ça s'en va, mais il y a tellement de travail à faire que je pense qu'il faut demander, justement, c'est un peu notre rôle, mais on s'en va dans la bonne direction. Je ne pense pas qu'il y ait de réglementation. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui tient Santé Canada à cœur, mais de là, l'implanter dans les Walmart, par exemple, un fast-food, ça reste un fast-food. Peut-être quelque chose qui nous encourage. En Ontario, une réglementation qui impose aux restaurateurs d'afficher le contenu en calories, en sodium et en gras. Donc, si on savait que dans notre sandwich jambon-fromage, il y a 1500 mg de sodium, bien, peut-être qu'on le laisserait là. Le fait de le savoir, l'information donne du pouvoir. Oui, madame, vous aviez une dernière question? Oui, c'est parce qu'on n'a pas parlé sur l'hérédité. On n'a pas abordé ce sujet-là. Sur l'hérédité? Oui. En fait, j'ai dit que 95% des cas d'hypertension étaient de l'hypertension essentielle, primaire, où il y a une hérédité. Alors, ce n'est pas une hérédité où il y a juste un gène, c'est probablement plusieurs gènes qui agissent, mais la majorité des cas d'hypertension sont des cas avec hérédité. Et les 5% de cas secondaires sont vraiment rarissimes, 5%, et sont dus à une pathologie spécifique. Merci. Je peux m'aider d'ajouter que c'est une hérédité combinée à l'environnement. C'est-à-dire qu'on a une hérédité, notre bagage, mais on l'exagère, souvent en mangeant trop de sel, et ainsi de suite. Les facteurs aggravants vont le rendre plus important. Et aussi, on voit souvent dans les familles que lorsque les parents sont hypertendus, les enfants ont 50% de chance d'être hypertendus. On voit aussi, lorsqu'on a un conjoint qui est hypertendu, l'autre conjoint a aussi plus de chances d'être hypertendu. Alors, il y a aussi un phénomène Et les ménages qui ne fonctionnent pas, les personnes sont plus hypertendues également. Eh bien, ceci dit, je vais remercier nos 4 experts en hypertension. On a beaucoup appris et puis vous nous donnez des bonnes pistes de réflexion. Et je vous remercie d'avoir été ici.